Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, aujourd'hui, on s'intéresse au jeu, le jeu pour favoriser la diversité en entreprise et on en parle avec Isabelle Batteste, directrice générale associée chez Bellu Games. On fera le point avec elle évidemment sur cet outil. Le livre de Smart Job, Patronne, tête à tête avec les numéros 1, c'est un livre passionnant qui dévoile le parcours de femmes, des femmes inspirantes et l'auteur sera avec nous, Élodie Andriot, un travail titanesque et on découvrira son livre dans le livre de Smart Job. Le cercle RH et le cercle des experts, on viendra évidemment sur cette actualité dans le cadre d'un projet de loi sur l'immigration, des titres de séjour pour des métiers sous tension. On fera le point évidemment, on parlera de Duralex, une entreprise évidemment patrimoniale qui n'a pas mis la clé sous la porte mais qui a mis ses salariés en chômage technique et puis on parlera aussi de la pénurie des médecins du travail. Voilà le programme aujourd'hui pour les experts de Smart Job. Et puis enfin dans Fenêtre sur l'emploi, les chauffeurs VTC, salariés entrepreneurs. C'est une initiative menée par Nicolas Fayon, fondateur de Jump. Ils auront des bulletins de paie tout en étant indépendants. On fera le point évidemment à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de diversité, on en parle beaucoup dans notre émission. On va en parler là à travers un outil, le jeu coopératif, et on en parle avec Isabelle Batteste. Vous êtes associée chez Bellu Games. Merci d'être avec nous. On va bien sûr parler de cette entreprise, car c'est une entreprise qui promeut la diversité. D'abord, dans votre parcours personnel, vous, comment on arrive à être associé dans cette structure Bellu Games et pour créer ce jeu coopératif ? Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'innovation pédagogique, l'ingénierie pédagogique d'un côté et l'entrepreneuriat social de l'autre. Et donc, j'ai été amenée pendant 20 ans à réfléchir à la façon d'utiliser la pédagogie au service d'un impact social. Une pédagogie, j'allais dire, disruptive, on fait un pas de côté. Oui, c'est ça l'idée. Oui, bien sûr, c'est de sortir des formats peut-être traditionnels et un peu magistraux et descendants pour mettre l'apprenant, l'apprenante au cœur et du coup faire émerger les savoirs plutôt que les faire descendre. Alors, on va revenir évidemment sur l'écosystème parce qu'il y a tout un travail autour de ce jeu coopératif avec, je dirais, de belles marques, nos grandes écoles, l'ESSEC, Polytechnique, la faculté de médecine de Paris, l'Institut catholique. Cette fresque de la diversité, elle s'inspire de la fresque du climat, on est bien d'accord. Comment ça marche concrètement ? Concrètement, c'est un atelier de 3 heures qui est animé par une personne qui a été spécifiquement formée à son animation pour un petit groupe d'une dizaine de personnes. Et comme pour la fresque du climat, c'est un atelier qui s'appuie sur des cartes dont les participantes s'approprient pour faire émerger un raisonnement. Et à la différence de la fresque du climat, comme nous chez Bellu Games, on crée des jeux. On a introduit chaque lot de cartes par une mini-expérience ludique qui permet de rentrer dans les notions par le corps et les émotions. Donc des petits jeux qu'on débriefe collectivement et après on rentre dans la discussion par les cartes. Qu'on soit bien d'accord, on n'est pas passif dans ce jeu de la fresque de la diversité, c'est-à-dire qu'on s'implique physiquement, on se lève, on joue une scénette, on lit ce qu'il y a sur la carte, c'est ça l'idée ? On est en mouvement en fait, c'est une alternance de séquences qui sont différentes à chaque fois. On est en mouvement, on va devoir se déplacer dans l'espace, faire des groupes, on a toute une série de consignes et après il y a la discussion debout autour des cartes et en fait on alterne. On entend l'idée de la pédagogie disruptive pour justement ne pas avoir une pédagogie, je dirais, très professorale. C'est quoi ? C'est aussi une manière de changer son regard sur ces sujets de diversité, de tordre le cou aux idées reçues. C'est cela aussi l'intérêt du jeu coopératif ? L'idée, c'est surtout de pouvoir créer un cadre de discussion sécurisé, apaisé sur des sujets qui sont polémiques, difficiles, dont on a souvent une appréhension très personnelle et qui est difficile de dépasser l'idée qu'on s'en fait et de se rendre compte que parce qu'on crée un cadre d'échange où tout le monde peut s'exprimer librement et aussi comment on crée les conditions pour que l'écoute soit possible, de se dire comment on dépasse les difficultés qu'on a et pour débattre de façon apaisée. Et là, je dirais la difficulté et la force du formateur, c'est justement de libérer la parole. C'est-à-dire, grâce à l'outil, ensuite, la parole se libère, c'est bien cela ? Oui, c'est pour ça qu'en fait, on ne parle pas de formateur. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. De facilitateur ou de facilitatrice, donc des personnes dont l'enjeu est d'accoucher. Voilà, de créer les conditions
facile de l'échange et faire en sorte que chacune se sente autorisé, à l'aise et légitime pour prendre la parole et pouvoir partager ses opinions et bien sûr recevoir celles des autres. Ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces paroles? Parce qu'il doit se dire, parmi ces groupes de paroles sécurisés, des choses qui sont parfois violentes, fortes, et avec beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qu'on en tire et qu'est-ce qu'on en fait de tout cela? Eh ben, pour moi, l'enjeu clé, c'est de pouvoir comprendre que chacune, en vivant une même situation, on ne peut pas en avoir la même lecture. On est tous chargés d'un vécu, d'une singularité, exactement, de nos biais, mais de notre histoire, de notre éducation, qui fait qu'en fait, la première source de conflit, c'est de penser que la personne qu'on a en face de nous, qui vit une même situation, en a la même lecture et la même perception. Et le cadre concret, c'est de pouvoir créer cet échange-là et de pouvoir, de façon apaisée, se dire nos singularités, nos perceptions propres et de prendre conscience ensemble des filtres qu'on a qui font que, effectivement, on vit des choses différemment. Et si on se met d'accord sur le fait qu'à la base, on n'est pas d'accord, ça nous permet de nous rapprocher et d'avancer les uns vers les autres. Et de cheminer l'un vers l'autre. On voit quand même dans l'esprit de Belu Games, qui est, je leur dis, une entreprise qui fabrique des jeux, qui réfléchit à ces concepts, et vous en êtes une des chevilles ouvrières. Vous visez le public des jeunes, des étudiants. Mais pas que. Mais vous ouvrez aussi au public de l'entreprise. Oui, nos principaux clients sont des entreprises. D'accord. On travaille principalement pour des organisations et on crée des jeux à la demande pour résoudre des problématiques qui sont variées, des problématiques généralement de formation, de sensibilisation. C'est ce que je voulais vous dire, c'est à la fois il y a ce jeu sur la diversité, et là on voit qu'évidemment il peut éveiller les consciences de ces jeunes étudiants d'écoles prestigieuses. En entreprise, ça se passe comment? La parole se libère aussi facilement que quand on est dans un groupe d'étudiants. Comment ça se passe? Parce qu'il y a évidemment les biais, il y a la hiérarchie, c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple, effectivement. Et c'est vrai qu'avec chacun de nos clients, on discute sur les conditions, les messages à faire passer en amont. Pourquoi l'atelier? À quoi ça sert? On essaye d'en dire aussi le moins possible parce que je crois beaucoup à la démarche inductive aussi. Ouais. Effectivement, au fait que, à partir de ce qui va se jouer, chacune fera émerger ce avec quoi il ou elle peut repartir. Mais en fait, c'est pas très différent. La fresque de la diversité, elle se joue pas très différemment de la façon dont elle se joue dans les écoles pour les élèves. Il y a des moments, parce que c'est un sujet, vous le dites, sensible, et j'imagine qu'à travers le jeu, vous pointez du doigt, vous appuyez là où ça fait mal. Il y a des blocages, il y a des moments de tension, il y a des moments où le groupe s'arrête, où il faut faire une pause, il y a des moments où il faut arrêter de se parler. C'est pas si simple. Non, c'est pas si simple, mais justement, ça c'est le talent de la personne qui a été formée pour l'animation de cet outil. C'est-à-dire de pouvoir créer les conditions d'expression et d'accueil, surtout sans jugement. Enfin, des jugements, on en est même malgré nous, en permanence. Oui, bien sûr. Mais l'idée, c'est de pouvoir juste les conscientiser, les retenir avant de les exprimer. Et de se dire, pendant 3 heures, expérimentons ça. Expérimentons notre capacité à se laisser curieux et curieuse, ouverte à ce qui va s'ouvrir. Voilà. Et par rapport à ce qui peut d'habitude nous heurter, nous braquer et spontanément, presque comme un mouvement réflexe, nous amener à émettre des jugements et du coup des oppositions et couper la parole. Là, se dire, si ça me gratte, qu'est-ce que ça me fait? Et là, si je reste curieuse, vers quoi je peux aller, vers quoi ça va m'ouvrir. Alors bien sûr, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais c'est pas une science exacte. Oui, là, voilà. Ouais. C'est le contrat qu'on essaye de poser avec les participants et les participantes de l'atelier. La suite, il nous reste 15 secondes. Les RH vous font un retour, vous disent, moi j'ai vu des changements, j'ai vu des attitudes, j'ai vu des façons d'être qui ont évolué dans l'entreprise, ou c'est plus long que ça? À très court terme, ce qu'on voit, c'est surtout un engagement immédiat des personnes. Sur des formats descendants et classiques, c'est beaucoup plus difficile d'engager immédiatement les participants et les participantes, alors que là, dans ces contextes de jeu, à partir du moment où les consignes sont données, on se rend compte que chacune se lance tout de suite. Et du coup, il y a cette force-là d'engagement, à court terme, des effets positifs en tout cas et constructifs immédiats. Et après, effectivement, à plus long terme, quand on a un jeu de 3 heures, on ne va pas changer drastiquement la vie des gens, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, d'évaluer à plus long terme l'impact de nos actions. Merci Isabelle Batteste d'être venue, associée chez Belu Games. Il y a ce jeu passionnant de la diversité, mais plein d'autres, parce que vous vous adaptez évidemment aux demandes de vos clients et vous adaptez le jeu évidemment. Merci d'être venu nous rendre visite, nous avoir éclairés. On a cheminé ensemble sur ce sujet.
On tourne une page et on s'intéresse au livre de Smart Job, comme chaque semaine, l'occasion de découvrir un auteur, une autrice, pour nous présenter son livre. Celui-ci, Patronnes, les patronnes, celles qui sont des femmes impactantes, inspirantes. Bien, c'est un livre qui compile leurs portraits, leur histoire, et son auteur est avec nous. Le livre de Smart Job, un auteur, une autrice est avec nous. Élodie Andriot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous avez un parcours d'abord avant de présenter ce livre, Patronne, tête à tête avec les numéros 1, 52 portraits, avec une photo et leur histoire. D'abord un tout petit mot sur votre histoire, parce que il y a beaucoup de femmes de l'entreprise, il y a des femmes des médias, de la publicité. C'est quoi votre histoire? Comment on arrive à écrire un livre qui est une somme, qui est un travail titanesque? Comment vous en êtes arrivé là? Avec grand plaisir. Alors moi, je suis franco-britannique, j'ai grandi à Lyon et j'ai 10 ans de communication derrière moi avant de fonder ma propre entreprise. Et sur les bancs de l'école, à l'ESCP, je me suis dit, j'ai envie de partir à la rencontre de ces chefs d'entreprise, de ces patronnes, de ces femmes qui ont atteint la première place. Parce que déjà, moi, j'ai envie de les rencontrer, je veux savoir comment elles ont fait. Et je voulais les montrer à mes nièces. J'en ai 5 qui aujourd'hui ont entre 6 et 18 ans. Et souvent, les rôles modèles sont issus du monde du divertissement et je voulais leur montrer justement ces autres femmes, celles qui évoluent dans le monde corporate, celles qui sont devenues numéro 1. Oui, les femmes modèles pour ces jeunes filles ou jeunes hommes d'ailleurs, c'est le cinéma, c'est la bande dessinée. Là, vous nous parlez de femmes qui dirigent des chaînes de télévision, des grandes agences, Bibiane Godefroy, Cathy Collard-Gégère, une ancienne ministre qui a été à la tête d'entreprise, Elisabeth Moreno. Le fil rouge, quand on lit ce livre, pour beaucoup en tout cas, ce sont des femmes qui ont souvent peiné à accéder. Elles le disent. Elles disent, on m'accuse, je pense à cette productrice de la Star Academy que je connais, qui dit, mais Alexia Laroche-Joubert, on m'accuse d'être allé trop vite. Ouais. Mais en fait, j'ai mis un temps fou à arriver, c'était compliqué. Est-ce que c'est un peu ça le fil rouge de ces femmes numéro 1 aujourd'hui qui dirigent soit de très belles entreprises, soit elles ont créé leur propre entreprise? J'ai envie de dire, déjà, le doute est quand même un défaut qui se conjugue souvent au féminin. Et c'est vrai qu'elles doutent beaucoup, ces patronnes. Je pense notamment à Anne Riegel, qui est donc la directrice générale d'Air France, qui a quand même refusé 2 fois le poste avant de l'accepter, alors que ça faisait plus de 20 ans qu'elle était dans la boîte. Elle avait fait tous les postes finalement. Donc déjà le doute c'est quand même une problématique et puis si je puis dire il y a 2000 ans de biais patriarcaux. Ce n'est pas évident pour une femme d'atteindre la première place, ce n'est pas attendu, ce n'est pas une prédestination féminine et ça Stéphane Pallès donc, qui dirige la Française des Jeux me l'a souvent dit parce qu'elle a un prénom mixte donc c'est assez rigolo. Souvent on l'appelle monsieur dans les mails parce qu'on ne se doute pas que Stéphane finalement... Avec un E à son nom, je précise. Oui, avec un nom, avec un E exactement. Et c'est vrai que du coup, elle a féminisé son titre pour plus que ça arrive. Donc ça montre bien que finalement, le patron n'est pas attendu d'être une patronne. Mais le fil rouge, c'est quoi? C'est de l'abnégation, c'est des sacrifices, c'est l'envie de réussir, c'est l'envie de prouver qu'on peut faire comme les hommes. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme ça, comme fil rouge de ces histoires qui sont toutes particulières? Alors, dans ces 52 entretiens, déjà, pourquoi 52 entretiens? Parce que 52% de la population, les femmes, nous sommes en majorité. On est quand même 2,2 millions de plus que vous, les hommes. Et pourtant, plus que 7% de femmes. Voilà, au CAC 40, elles sont 3. Il y en a peu dans les instances dirigeantes. Non, j'ai voulu... J'ai voulu montrer finalement tous ces portraits pour que chacune puisse s'identifier à un parcours, se projeter, éventuellement susciter des vocations. Et qu'est-ce qu'elles ont toutes en commun finalement, ces patronnes? Alors dans la conclusion, j'ai fait les 6 commandements de la patronne. Alors, je peux vous en dévoiler quelques-uns. Oui, mais il ne faut pas spoiler la fin de votre livre. Il ne faut pas tout raconter. Mais le premier, pour celles qui évoluent dans l'échelle corporate, clairement, elles sont passées par des rôles de CFO. En tout cas, proches du cash flow ou bien directrices des grands comptes, par exemple. Elles ont la main sur la caisse, ces patronnes. Et ça, c'est l'antichambre du pouvoir. C'est la vraie antichambre du pouvoir. J'ai cité, avant de nous quitter, Alexia Laroche-Joubert, qui est du monde de la télévision, de la production du visuel et qui a très très bien réussi, qui dit, elle a raté le bac. Enfin, en tout cas, elle a eu le bac grâce à la natation. Oui. Quand même, de justesse et qu'elle s'est battue. Mais pour beaucoup de ces 50 portraits, on voit quand même des parcours irréprochables.
ENA, Sciences Po, ESCP, HEC. Voilà, c'est quand même des personnes à la tête bien faite. Elles sont surdiplômées pour la plupart. Et ça, j'ai envie de dire, elles ont ça en commun avec les patrons, mais d'autant plus quand même, tout de même pour les Plus que les autres, vous pensez? Oui, et ça a été d'ailleurs difficile d'aller trouver une patronne qui n'a pas le bac. Une self-made Oui, j'ai woman. cherché, c'est pour ça que j'ai Et regardé. donc, c'est Jeanne Damas. Jeanne Damas n'a jamais passé son baccalauréat et donc aujourd'hui, elle dirige Rouge, qui est une des success stories clairement de l'influence. Et elle le fait avec beaucoup de talent. Et avant de nous quitter, parce qu'il faut lire ce livre, c'est évidemment des femmes inspirantes qui aujourd'hui ont le pouvoir, ont accédé au pouvoir. Je regardais aussi les sociologies, beaucoup viennent quand même de familles aisées, enfin en tout cas je pense notamment à cette femme, pas toutes. Est-ce qu'il y a quelques exemples de ces femmes inspirantes qui viennent vraiment d'un milieu modeste? Oui, je pense à Donia et Lubna de Meet Ma Mama, par exemple, qui m'ont dit avoir grandi de l'autre côté du périph'. Et, elles sont rares, hein. Elles sont rares, Très mais rares. chez les patrons aussi, finalement. Ça, c'est peut-être aussi notre production sociale. Et ça a été important pour moi, justement, d'aller chercher ces autres typologies de profils pour que toutes les Françaises, qu'elles aient grandi de l'autre côté du périph' ou dans Paris ou en province, puissent s'identifier à un des profils, même si on s'identifie jamais dans celui que l'on pense. C'est vrai. C'est un livre évidemment qui n'est pas linéaire. Vous pouvez le lire dans tous les sens, puisque ce sont des portraits de très belles photos. Je voulais évidemment saluer la mise en page de ce livre et le graphisme pour les histoires de ces femmes. 52 histoires. Élodie Andriot, merci d'avoir répondu à notre invitation. Patronne, tête à tête avec les numéros 1, et c'est chez Albin Michel. C'est un livre avec les fameux 6 commandements de ces femmes inspirantes. Voilà pour ce livre. Merci d'être venu faire un détour par le plateau de Smart Job. Merci à vous. On fait une courte pause et on retrouve les experts de Smart Job pour l'actualité. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, notamment ces titres de séjour. Vous avez vu évidemment dans ce projet de loi immigration pour permettre évidemment de pourvoir ces métiers sous tension. Mais quels sont ces métiers sous tension? Tous les secteurs sont sous tension. On va faire le point avec les experts et puis on parlera aussi de Duralex, c'est cette marque de verre où on regardait le petit numéro quand on était à la cantine. Eh bien, c'est une entreprise qui a mis ses salariés en chômage partiel parce que le prix du gaz les empêche de développer leur production. Voilà le programme, c'est juste après la pause. On vous retrouve. Le cercle RH et les experts de Smart Job avec un sujet évidemment qui focalise l'attention, ces titres de séjour. Alors ça sera dans le cadre d'un projet de loi sur l'immigration avec une discussion entre le ministre du Travail, Olivier Dussopt, et Gérald Darmanin, des titres de séjour pour les sans-papiers, pour le dire abruptement, afin de pourvoir à ces métiers en tension et de permettre à des secteurs qui ne trouvent pas de trouver de la main-d'œuvre. On en parle avec mes invités et puis on parlera aussi de Duralex. Alors c'est patrimonial et vous l'avez vu, chômage partiel parce que le gaz coûte si cher qu'on doit fermer une partie des fours. Et puis on parlera, pour terminer, j'espère qu'on aura le temps, des médecins du travail, des DRH s'inquiètent. Là aussi, on parle de pénurie des médecins du travail. Mes 3 invités, Marine Balançard est avec nous, directrice générale d'Ariséal, et votre livre qu'on va découvrir, on a mis le banc titre de votre livre, Décider, on va le voir, voilà, Décider, ça se travaille, édition Erol, ça vous fait sourire. Christine Duro, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente entreprise et progrès, associée chez Kea Partners. Merci d'être là. Et Stéphane Marchand, bonjour Stéphane, bonjour rédacteur en chef pour l'Écho, délégué général de l'Institut du capitalisme responsable. Ça c'est nouveau, du capitalisme responsable. Oui. Je ne vous présentais pas sous cette étiquette-là? Non, effectivement, parce que d'habitude je viens ici en tant que rédacteur en chef de Pour l'Écho. Oui. Mais c'est une autre casquette éventuelle. 2 casquettes donc, et la une de Pour l'Écho. Regardez la une. Peut-on éviter la récession? Alors on nous dit oui, on nous dit non. D'ailleurs, avant de débattre de notre titre, on est en récession ou pas? Alors techniquement, pas tout à fait encore. On risque d'y plonger. Mais la question qu'on pose dans le magazine, c'est de savoir si c'est une mauvaise idée d'être en récession. Il y a des pays qui choisissent la récession pour purger et repartir de l'avant. Et le patron de la Fed, la Banque centrale américaine, disait récemment on va faire du chômage pour repartir. C'est terrible quand on entend ça. On va faire du chômage. Ça n'est pas à la mode. Ouais, on va faire du chômage. La phrase donne froid dans le dos. Revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur ce titre de séjour un peu particulier qui sera élaboré à l'occasion d'un projet de loi sur la possibilité de donner du travail à ces sans-papiers, à ces migrants. Je ne sais pas comment on peut d'ailleurs les appeler, mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est un titre de séjour pour voir les métiers sous tension.
comme ça, spontanément, on a envie de dire bonne idée. Christine Duroux, je vous vois dans le doute. Oui, bonne idée, sachant que pour le moment c'est un concept, c'est une bonne idée, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays qui conditionnent la régularisation ou même l'entrée sur le territoire ou les quotas d'immigration à des métiers de sous-tension. La France en avait parlé, rappelez-vous. Le Canada, oui, alors il y a un passeport... Ouais, avec des quotas par métier. Excellence ou compétence, mais qui n'est pas du tout connu. Le Canada, tous les ans, annonce, on a besoin de temps en temps, ça fait des années, ils octroient des points. Donc on a envie de dire oui, ça a l'air de bien marcher. Voilà, maintenant, moi ce qui m'étonne, et je le partageais avant cette émission, c'est que ce soit quand même annoncé par le ministre de l'Intérieur, ce qui témoigne d'un amalgame sécurité, emploi, économie qui me semble questionnable. Oui, alors après, ça a été rectifié, puisque c'était suite à une discussion entre le ministre du Travail et le ministre de l'Intérieur, mais comme c'est la loi immigration, elle sera portée par Gérald Darmanin. Coup de com' ou pas, Stéphane Marchand? Parce que certains disent, et j'en fais partie, mais ça fait 20 ans finalement que ce sujet est sur la table, qu'on se pose la question, qu'on utilise une main-d'œuvre étrangère au noir, et je mets des guillemets, mais d'une manière illégale, dans les restaurants, dans les champs, dans des secteurs, le BTP. C'est un vrai sujet de le poser là, aujourd'hui, maintenant? Alors, vous posez la question de savoir si c'est un coup de com'. L'interview dans Le Monde par Darmanin et Dussopt était en commun. Donc, c'est une volonté absolument politique affirmée de mélanger, de faire le mélange que contestait Christine Duroux entre la police, en fait, oui. entre la police et l'emploi. Très, 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 très mauvaise idée, à mon avis. En termes de com', c'est une très mauvaise idée. Alors ensuite, est-ce que... L'idée semble tellement évidente on a du mal à croire qu'en 2022, un ministre de la République française ose annoncer ça comme une nouveauté. Enfin, c'est absolument inouï. Surtout qu'il sait très bien que cette idée, en 2007, elle avait déjà été pratiquée exactement dans les mêmes termes. Je vous rappelle qu'il y a une loi sur l'immigration tous les 18 mois en France en moyenne. Donc, c'est sous l'ère Nicolas Sarkozy. Donc on finit par oublier ce qu'il y avait dans les lois précédentes, mais en 2007, c'était déjà là. Et quel est le problème? Le problème, ça n'est pas l'idée. Le problème, c'est l'exécution, évidemment. L'exécution politique et surtout, en l'occurrence, l'exécution administrative. C'est clair. Parce que les décrets d'application des lois ne sont jamais mis à jour. Or, pour mettre en face la présence d'immigrés qui ont besoin de travailler et en face les métiers en tension qui ont besoin d'embaucher, ça, c'est la technologie difficile. C'est ça la difficulté. C'est pas de faire le malin dans le monde. C'est ça, c'est d'organiser la correspondance. Marine Balançard, votre point de vue, vous venez régulièrement vous exprimer sur ces sujets, est-ce que vous dites que c'est une bonne idée? Certains sénateurs, certains députés, certains élus d'ailleurs, disent oui, pourquoi laisser ces hommes, en particulier ces hommes et quelques femmes, comme ça, la vivre dans des tentes sans activité pendant la période où on instruit leur dossier? Pourquoi ne pas leur donner du travail? Oui, c'est un sujet très politique. On marche vraiment sur des œufs. Il n'y a qu'à voir les commentaires qu'il y a dans tous les journaux. Et j'abonde dans votre sens. Ça paraît incroyable que le ministère de l'Intérieur annonce ce genre de choses alliées avec le ministre du Travail. Il y a quand même un problème, c'est qu'on a presque 3 millions de chômeurs en France. Et il semblerait que cette annonce, ce coup de com', serait une façon de répondre à deux problèmes, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire travailler les chômeurs et on n'arrive pas à faire partir les étrangers en situation illégale. C'est-à-dire que ceux qui doivent quitter le territoire ne le quittent pas. Et donc on dit, comme les chômeurs ne veulent pas travailler et que les autres sont là, eh bien on n'a qu'à les régulariser. C'est ça. Alors il y a un autre débat juridique, c'est qu'il n'est pas non plus précisé que parce qu'on travaille pendant la période d'attente de la régularisation, qu'on sera automatiquement, parce que c'est un sujet qui est posé, automatiquement régularisé. On peut travailler 6 mois dans cette période d'attente pour ensuite avoir un refus en appel. Mais quand même, sur cette question des métiers sous tension, tous les invités qui viennent sur ce plateau, du tertiaire ou pas, nous disent tous nos secteurs, tous les secteurs sont sous tension. Là, j'ai regardé les métiers sous tension tels qu'ils avaient été définis par la DARES et par quelques institutions, on les connaît, c'est le service à la personne, c'est la répurgation, ceux qui ramassent les poubelles, le BTP, le monde agricole et l'informatique. On les connaît, ces secteurs sous tension. Donc comment on va faire? On va aller faire un repérage au moment des inscriptions? Comment vous voyez les choses là concrètement? Parce que les Français ne veulent pas les faire, ces métiers. Enfin, je dis les Français de souche. Vous êtes d'accord?
Voilà. Personne ne veut les faire, ces métiers. J'allais dire déjà, quand on regarde la liste de ces métiers et qu'on regarde autour de nous, on voit bien que d'ores et déjà, il est tout à fait elles sont majoritairement occupées par... J'oubliais la restauration. Issues de l'immigration au sens très large du terme. Donc de toute façon, c'est un faux débat. Et d'ailleurs aujourd'hui, regardez le débat qu'il y a eu l'été dernier sur la venue sous contrat de personnes venant de Tunisie, qui donc vidaient les hôtels Tunisie, qui baissaient le service en Tunisie, qui a besoin d'augmenter son tourisme et qui voulait amener des gens pour la restauration en Tunisie, et ça faisait polémique. Enfin, tout ça est quand même assez absurde. Oui. Et effectivement, toute la question, ce sera opérationnellement comment on fait. Enfin, je rejoins totalement Stéphane. Stéphane Marchand, je repose la question. Les secteurs que j'ai cités, les 5 secteurs sous tension identifiés, sont des secteurs où les demandeurs d'emploi, et j'irais les Français, disent « je ne veux pas faire ces métiers ». Et ça ne date pas de l'ère Macron, ça date de 30 ans. Ça fait 30 ans que ces métiers sont pourvus soit par des sans-papiers, d'une manière illégale, soit par des travailleurs immigrés. C'est un vrai sujet. Je veux bien qu'il y ait 3 millions de chômeurs, mais... Comme dans beaucoup de sujets, il y a une offre et une demande, et pour les faire coïncider, il faut mieux que l'offre parle directement à la demande. Mais ça, évidemment, le système français déteste ce concept. L'administration crée une liste de métiers en tension. Quelle est l'utilité de cette liste? Vous venez de la décrire, elle est complètement sommaire. Il faut entrer beaucoup dans le détail de chacune de ces catégories pour commencer à avoir un outil opératoire permettant de résoudre le problème. Donc ce qu'il faudrait faire, à mon sens, c'est que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise puissent embaucher qui ils veulent dans les secteurs où ils ont besoin d'avoir quelqu'un, et ensuite on post-régularise. Ça fonctionne. Sans problème administratif. Bien Parce que la sûr. réalité, c'est qu'il y a le mur de la préfecture, là, aujourd'hui, où on vous dit, bah non, il n'est pas régularisé, vous ne pouvez pas l'embaucher. C'est ça, la réalité. Ben oui. Un tout petit mot quand même sur le monde agricole, parce que je lisais un témoignage d'une femme qui fait des cornichons et qui dit qu'elle a 30% de sa production qui pourrit sur pied parce qu'elle a décidé de ne pas embaucher de travailleurs illégaux avec un travail illégal. Enfin, c'est un vrai sujet, le monde agricole. On n'en parle jamais, parce qu'on parle toujours de l'aide à la personne. Là aussi, enfin, c'est un vrai sujet. Ça veut dire que les patrons vont devoir régulariser leurs salariés dans les restaurants sans papier. Ils vont devoir se mettre en règle, parce que ça pose cette question-là quand même. On est d'accord. Les entrepreneurs vont devoir se mettre en règle. Non, mais ça, c'est évident. On est d'accord. Non, mais c'est évident. Ils auraient dû. Ils auraient dû. La question, c'est à quel moment est-ce qu'on va leur demander de se mettre en règle? Bah oui. Est-ce que c'est avant d'embaucher, pendant ou après? Et ça fait une énorme différence. Bah oui. Parce que les flux d'embauche auront déjà eu lieu si vous choisissez la troisième solution que je préconise. On tourne. Dans l'agriculture, Marine Balançard. c'est très saisonnier en fait. On Oui. fait venir des gens pour un mois et demi. Oui, mais ils n'ont personne. Des pays de l'Est, du Maghreb, et ces personnes-là repartent. C'est pas un appel d'air à l'immigration juste pour clore ce débat, parce qu'il y a un débat politique qui est venu superposer en disant ça va donner un appel d'air à une immigration plus importante. Mais là, En fait, Darmanin parle bien des mais migrants là, sur place. Moi, je trouve qu'en Europe, il faut comprendre qu'on n'a plus d'enfants. Il y a 1,6 enfants par femme. Donc, de toute façon, l'unique solution, c'est l'immigration. Donc, autant choisir l'immigration que l'on souhaite, comme le fait le Canada. En Angleterre, je crois qu'il y a 1,5 million d'emplois non pourvus. Comme la Suisse, comme d'autres pays. Voilà, comme la Suisse. Et donc, le sujet de l'immigration n'est plus est-ce qu'on est pour ou contre. C'est il y aura de l'immigration. C'est le seul moyen d'assurer la pérennité économique de l'Europe. Il y aura de l'immigration parce que notre économie est en danger. Là, je me tourne vers l'économie, c'est les chefs d'entreprise. Notre économie va mal parce qu'elle ne trouve pas de gens pour... Ah ben bien sûr, il y a 300 ou 400 000 postes qui ne sont pas pourvus. Et ce sont des postes en général à forte valeur ajoutée. Et pas ceux forcément qui correspondront aux migrants qui arrivent. Probablement pas, effectivement. Ceux-là, on a du mal à les faire venir. Il faudrait faire venir des ingénieurs de Taïwan ou de Chine pour remplir ces jobs-là. Et il y a des secteurs et des entreprises, il y a des entreprises qui disparaissent faute de pouvoir embaucher. À tel point qu'en Californie, par exemple, il y a une loi de l'État qui interdit aux entreprises de se voler les ingénieurs. Bien sûr. Parce que c'est devenu une ressource tellement rare, c'est comme l'eau en quelque sorte. C'est la surenchère du salaire et des avantages en nature. Tournons cette page, Duralex, on l'a tous regardé dans nos verres quand on était petit pour voir quel âge on avait, quand on arrivait à la cantine. Nos enfants le font encore. Duralex, entreprise du Loiret, qui met ses salariés en chômage technique. Elle avait 4 millions d'euros pour le gaz, pour faire tourner ses fours, elle est arrivée à 13. Est-ce que dans votre réseau, parce que c'est intéressant aussi de savoir ce qui se dit dans votre réseau, est-ce que vous avez des entreprises qui vous disent là on est en situation très délicate quand la facture de gaz va arriver?
Dans l'industrie, oui, absolument. Sur les ETI, les PME, et qui disent depuis déjà quelques semaines que la focale, on va dire, de tout le soutien a été exclusivement sur les particuliers et assez peu sur un tissu d'entreprise qui est... Voilà. Et les entreprises dont on parle, ça n'est pas les industries qu'on met toujours en avant, plutôt ça n'est pas assez peu les industries du luxe, c'est assez peu les industries, un peu moins les industries de l'agroalimentaire, sauf pour les matières premières, pour lesquelles c'est un énorme problème, mais c'est beaucoup pour le coup ces fameuses industries manufacturielles qu'on veut tellement ramener en France, qu'on veut tellement aider, qu'on a tellement enlevé pour se focaliser sur l'école blanche. C'est le coup de grâce. Donc c'est ennuyeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Duralex, c'est un exemple, mais c'est un exemple symptomatique d'un patron qui dit je préfère mettre mes salariés à 95% du salaire. C'est en même temps d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire il dit il faut réindustrialiser l'Europe et en même temps on se retrouve dans une situation... La France ou l'Europe? Vous dites ça parce qu'il avait gardé le drapeau européen sur le... Oui. C'est ça? Oui, il a oublié le drapeau français. Il avait pas remis le drapeau français. Mais il veut réindustrialiser la France et en même temps, déjà, on n'est pas très compétitif en termes de coût de la main-d'œuvre et en plus, maintenant, on n'est complètement pas compétitif sur le coût de l'énergie. Donc, c'est le coup de grâce. Et il n'y a pas que Duralex, d'ailleurs, Safran renonce à installer une usine. En tout cas, il diffère la décision de 18 ou 24 mois. Et c'est dramatique pour la France. Est-ce que c'est pas... Après, on peut se poser la question, est-ce que Duralex n'utilise pas ce prétexte pour finalement couper sa production, mettre 250 personnes au chômage partiel, payé par l'État, nous, c'est l'État par nous. Est-ce que c'est pas une démarche opportuniste? Pour être précis, cette entreprise était dirigée il y a encore quelques mois par des Turcs. Elle a été reprise avec le soutien du conseil régional du centre pour sauver l'entreprise. Donc vous avez raison, il y a un débat de est-ce que ce n'est pas la fin de l'entreprise et d'une manière déguisée, une manière de clore l'aventure Duralex. Quand même sur le fond, il y a un débat que vous posez. On aide les particuliers, on a capé le montant des dépenses énergétiques. Le gouvernement n'a pas fait le choix de le faire pour les entreprises, au risque de mettre en danger son industrie. On peut difficilement reprocher au gouvernement français de ne pas avoir aidé les entreprises dans les 3 ou 4 ans qui viennent de se dérouler. Sur ce point précis, Duralex c'est un cas particulier. Le verre, c'est une industrie, je dirais, extrême, dans la mesure où elle utilise énormément d'électricité et énormément de gaz. Donc vraiment, c'est double peine. Peut-être que vous savez que je suis un optimiste. Il y a des méthodes peut-être pour faire du verre en utilisant moins d'électricité et moins de gaz. Et Saint-Gobain, j'ai l'impression, vient d'inventer quelque chose le mois dernier. Ils ont, je crois, fabriqué du verre avec des morceaux de verre recyclés. Et tout ça, si ça devait être généralisé, reposerait sur l'utilisation des déchets dans les chantiers de destruction, plutôt de déconstruction. On déconstruit, on démonte pièce par pièce, vous avez raison, les vitrages. On récupère le verre et on pourrait récupérer des quantités énormes de verre si la filière existait. Donc il faudrait peut-être subventionner la filière au lieu de subventionner ceux qui font du verre comme on le faisait il y a 50 ans. Juste d'un mot, parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps. Les médecins du travail, les DRH nous disent qu'il y a une pénurie. Je me souviens quand même, je crois sous l'ère Nicolas Sarkozy, que certains évoquaient même l'idée de supprimer la médecine du travail, jugée inefficace, inefficiente, parfois dans même des conflits d'intérêts, puisqu'elle est payée par l'employeur, il faut quand même le rappeler. Vous en pensez quoi de ce débat de la médecine du travail? Utile ou pas utile? Parce que on n'arrive pas à savoir si les médecins du travail jouent un vrai rôle dans l'entreprise. C'est un peu différent depuis la crise du Covid, parce que la médecine du travail était très sollicitée. Il y en a même qui ont vacciné directement les salariés. Et je rappelle que les Français sont en mauvaise santé psychique et que les médecins du travail ont tiré les premiers de la sonnette d'alarme. Donc vous soutenez plutôt l'idée de sauver le soldat médecin du travail? Absolument. C'est très étonnant que ce métier ait une aussi mauvaise réputation. On a fait une enquête à Pour l'Écho sur ce métier de médecin du travail. On a découvert qu'il souffrait de 3 préjugés. Le premier, c'est que le médecin du travail ne soigne pas. Alors effectivement, il ne soigne pas directement comme un médecin de famille, mais il est chargé de faire de la prévention. Avec toute la direction de l'entreprise, il est chargé de vérifier si les conditions de travail ne vont pas un jour déboucher sur des problèmes, notamment musculo-squelettiques, etc. Donc c'est important. Deuxièmement, qu'il est vendu au patron. C'est complètement faux. Il n'est pas Vous avez vu les préjugés que j'ai portés en introduction? Absolument. Il n'est pas vendu au patron. Le serment d'Hippocrate qui gère le médecin reste parfaitement valable. Il peut très bien refuser
Et la sécurité des informations des patients, des salariés est évidemment totalement garantie. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ça veut dire qu'ils ont une utilité. Vous confirmez l'idée qu'il faut une médecine du travail efficiente. Absolument. Et puis, c'est pas du tout un métier plan-plan, parce que c'est un métier, comme je le disais tout à l'heure, assez stratégique, qui va s'occuper de l'avenir de l'entreprise. Donc, et en plus, c'est bien payé. Par rapport à un job de médecin normal. C'est vrai. C'est particulièrement avec bien des payé. horaires de bureau. Voilà. Donc, une série de choses Vous n'êtes positives. pas médecin de nuit, quoi. Hein. À 18h, l'officine ferme. Vous en pensez quoi des médecins du travail? En tout état de cause, moi, pour Entreprise et Progrès, on est sur l'humain au cœur de l'entreprise. Aujourd'hui, l'humain, Marine le mentionne. Je suis mal parti avec ma présentation des médecins du travail, là. Voilà, l'humain au cœur de l'entreprise, l'humain, c'est un humain global aussi. C'est pas que du management, c'est aussi de la santé psychique, c'est aussi de la santé physique. Je vois mal comment on peut porter ce message-là, l'humain au cœur de l'entreprise, sans du tout pousser une médecine qui accompagne la médecine du travail. Alors, est-ce que ça peut être substitué ou pas? De toute façon, des généralistes et les déserts médicaux, il y en a aussi. Ce sont les mêmes, là où il y a des déserts de médecine du travail, il y a aussi un désert de généralistes. Donc, ce sujet-là est un sujet d'entreprise et d'économie aussi. C'est pas pour rectifier mon lancement, mais vous confirmez bien que les médecins du travail sont bien financés par les entreprises. Ils sont salariés de l'entreprise. On est d'accord. D'accord. Non, mais je voulais juste avoir cette précision. Et ce qui peut-être peut, à certains égards, poser des difficultés. Au-delà du fait que j'ai pu susciter quelques préjugés. Certains sont salariés, il peut y avoir des conflits de loyauté, oui, ils peuvent être sous pression aussi. Ils peuvent être sous pression, bien sûr. Mais de moins en moins. Je pense que maintenant, les entreprises ont bien conscience des problèmes de santé physique, mais mentaux aussi. Bien sûr, sont, bien sûr. Liés au Covid, d'ailleurs. Décuplés, voilà. Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur tous ces sujets d'actualité. Merci à vous, Marine Balançard, directrice générale d'Ariséal. Merci à vous, Christine Duroux, vice-présidente entreprise et progrès associée chez KEA Partners. Et merci à vous, Stéphane Marchand, avec la une pour l'Écho. Vous en êtes le rédacteur en chef sur la récession ou pas, avec ce graphique qui monte, et délégué général de l'Institut du capitalisme responsable. Merci à vous trois. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité. Fenêtre sur l'emploi et peut-être eh bien, un modèle disruptif pour permettre aux chauffeurs VTC notamment d'avoir un bulletin de paie, une sécurité sociale et de retrouver finalement un peu de sécurité et de confort. On en parle avec Nicolas Fayon. Bonjour Nicolas, fondateur de Jump. Jump comme J, ce petit logo que vous avez sur votre suite. Et vous proposez, alors c'est très intéressant, un statut d'entrepreneur salarié. J'ai envie de dire, c'est génial. Ça veut dire que le VTC, vous lui délestez toute la partie, j'allais dire, je mets des guillemets, un peu chiante de l'entrepreneuriat, et vous lui dites, voilà, tu peux te consacrer intégralement à ton métier de chauffeur. C'est ça le concept ? Exactement. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Plaisir de présenter ce qu'on fait et porter la voix un peu de nos indépendants. Ouais, c'est exactement ça le concept. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse enlever toutes les frictions de l'indépendance, et il y en a un paquet. Il y a l'administratif, faire la déclaration, monter sa boîte, gérer sa boîte. Il y a l'absence de protection sociale aussi, qui pèse sur les épaules de ces gens, qui la plupart du temps attendent de revenir sur le marché du travail pour faire des enfants ou pour acheter leur maison. Et ensuite, il y aura tout un tas de contraintes qui vont alourdir leur vie de tous les jours et que nous, on va essayer de résoudre pour faire en sorte que l'indépendance devienne simple et qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils aiment faire le plus. Et c'est la raison pour laquelle ils avaient quitté leur job. Donc ça tombe bien. Alors, ce que je trouve intéressant aussi dans votre modèle, d'abord, je pense que ça peut créer un appel d'air parce que beaucoup veulent garder le statut d'indépendant dans la notion de liberté, mais sans les contraintes. Et évidemment, vous allégez ces contraintes et les frictions. C'est quoi? C'est un abonnement, c'est ça? Ils payent un abonnement, globalement, par mois. Et vous leur dites, vous payez l'abonnement, nous, vous faites votre boulot, nous, on fait le reste. Exactement. Donc c'est vraiment un abonnement un peu comme on pourrait s'abonner à des services de streaming en ligne. Nous, on permet en fait aux gens de s'abonner à 79 € par mois et on n'aura aucune commission variable. Donc c'est un tarif qui leur convient totalement. Donc physiquement, le chauffeur VTC, parce qu'on a vu évidemment les manifestations, on se souvient des batailles entre les taxis et les VTC, l'ubérisation, puisque ce mot est rentré dans le vocabulaire, ils vous envoient quoi, leurs fiches, leur kilométrage, leurs documents administratifs, et vous en backup, vous gérez. Alors nous, on va se connecter en fait à toutes les plateformes, tous les acteurs en fait qui sont à l'heure actuelle dans l'écosystème VTC. On va se connecter à eux. On va récupérer les informations de kilométrage. On va aussi récupérer les flux financiers. Et les indépendants qui nous rejoignent, les chauffeurs VTC, auront un compte bancaire sur Jump où ils vont recevoir l'argent. Et ensuite, ils pourront soit sortir l'argent en frais professionnels,
donc voilà, indemnité kilométrique, téléphone, nourriture, ou soit se verser un salaire de leur choix, du coup, par rapport à ce qu'ils auront facturé et encaissé. Dans l'histoire de la création de Jump, vous en êtes où là? Parce que là, vous venez présenter évidemment et expliquer que c'est utile. Combien de chauffeurs ont déjà basculé? Parce que globalement, c'est du portage salarial que vous leur proposez. Combien basculent et comment ils réagissent? Parce que quand ils ont leur premier bulletin de paie ou leurs frais qui ont été payés rapidement, ils ont le sourire, j'imagine. Ouais. Alors nous, on a lancé notre première solution, on va dire, il y a 1 an. On a démarré par les gens qualifiés, donc ce qu'on appelle les cols blancs, les freelances. Les freelances, Voilà. tech Exactement. et créa. Exactement. Et notre vision, c'était vraiment de sécuriser et d'améliorer la vie de tous les indépendants. Et les VTC, pour nous, c'était une étape importante, parce qu'il y a beaucoup de friction, il y a beaucoup de débats aussi là-dessus. Et effectivement, quand ils reçoivent leur fiche de paye, finalement, ils accèdent à un nouveau monde auquel ils n'avaient pas du tout accès à l'origine. Ils ont une protection complète, ils ont le chômage, ils ont la retraite à taux plein. Ils deviennent salariés. Ils ont des arrêts de travail s'ils tombent malades, ou ils ont même des congés maternité et des congés paternité. On a reçu les représentants d'Uber il y a quelques mois sur ce plateau, au moment des polémiques, au niveau du débat européen d'ailleurs, sur le statut de ces non-salariés. Qu'est-ce que vous disent les grands opérateurs? Parce qu'ils doivent vous applaudir des deux mains, de dire mais après tout, nous, ça nous permet aussi d'avoir, je dirais, un volant de chauffeur en règle, sécurisé, il n'y a pas de problème, ça, j'imagine. Alors nous, c'est vrai qu'on se connecte avec vraiment tous les parties prenantes. On défend les travailleurs. Notre métier, c'est vraiment de leur permettre de se connecter aux plateformes qui donnent du travail et qui vraiment fournissent des missions. Et c'est vrai que quand on a contacté les plateformes, on a reçu un bon accueil, on nous a ouvert les opérations, donc on a permis aux chauffeurs de se connecter rapidement. Mais il y a aussi les institutions qui applaudissent la démarche, parce que on permet de résoudre la précarité sociale. Bien sûr. On permet aussi de lutter contre le travail au noir, et on permet aussi à des gens de sortir de la précarité, et parfois aussi de ne pas subir le fardeau administratif qui fait que des fois les gens se retrouvent dans des situations assez ubuesques sans même le savoir. Tiens, d'ailleurs, avant de nous quitter, Nicolas, il y a un sujet d'actualité qu'on a traité dans le cercle des experts. Vous avez vu ce titre de séjour sous ces métiers sous tension, avec l'idée qu'on, sans régulariser d'ailleurs, on puisse donner un travail à des migrants ou à des sans-papiers. Ça doit ouvrir une réflexion chez vous, ça aussi. Oui, tout à fait. On est Forcément en train de travailler sur le sujet, justement. Vous n'avez pas perdu de temps. En fait, nous, on a pris plutôt l'angle des Ukrainiens à qui on pouvait donner du travail. Et on est en train de travailler sur ce sujet. On n'a pas encore trouvé toutes les solutions, mais on y travaille en ce moment. Merci Nicolas Fayon d'être venu nous rendre visite. Merci. Thibaut Coulon, Maxime Boucher, je voudrais quand même les citer, parce que c'est l'équipe de choc de Jump, avec ce modèle de portage et de sécurisation pour les travailleurs indépendants, et pas que les VTC d'ailleurs, faut-il le préciser. Merci Jump, cette salariée en coopérative chauffeur. Merci de nous avoir rendu visite Nicolas. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe, merci à vous, merci pour votre fidélité évidemment. Merci à Raphaël pour la réalisation. Merci Alexis pour le son, merci à Nicolas Juchat évidemment que je remercie pour cette fin de semaine, et puis merci à Lily pour l'accueil invité, merci à vous pour tous vos messages. Je serai là lundi, portez-vous bien, bye bye.